Je fais vœu d'accueillir tout ce qui, dans le choc, a perturbé, heurté l'étroitesse des conceptions de genre occidentales. De l'accueillir comme autant de pistes pour une catégorie afro-trans, imprécise, nébuleuse, avec pour seule prétention l'inventaire parcellaire fasciné et la contestation de la centralité de l'hégémonie conceptuelle des transidentités occidentales. Simplement hérité de ce trouble de l'ambiguïté et même de leurs fausses interprétations, je décide que c'est précieux. J'écris à partir du choc. J'en absorbe le souffle et les éclats. Bonjour, je m'appelle Michaela Danger, je fais partie du collectif Cave Rebelle, un collectif noir anti-autoritaire qui essaie de lutter contre toutes les formes de domination d'un point de vue afrocentré. On existe depuis 11 ans maintenant. Il y a quelques temps, on a lancé notre maison d'édition, les éditions Cave Rebelle, et le premier ouvrage qu'on a publié aux éditions Cave Rebelle, c'est le livre Afro-Trans. Donc un livre qui regroupe des textes, des interviews, de la poésie, des essais de 14 personnes trans noires. Alors Afro-Trans, il se déploie au croisement des transidentités et de la négritude. Donc il y a une multitude de sujets qui sont abordés. On parle de transparentalité, militantisme, violence policière, l'amour. Il y a des questions historiques de transidentité. Le livre, il est en français essentiellement, mais il y a aussi des textes en anglais et surtout des textes en créole réunionnais et en créole guadeloupéen, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits dans ces langues-là et traduits ensuite en français. Un tel recueil, bien sûr, c'est inédit en France, mais l'idée, c'était avant tout de se raconter et de décoloniser nos récits de transidentité. Pour nous, Cave Rebelle, le collectif, c'est quelque chose de sacré, parce qu'on part du principe que les peuples noirs sont des populations issues de la dispersion, c'est-à-dire de la déportation esclavagiste et de la migration, et que c'est impératif, chaque fois qu'on a l'occasion, de tisser et retisser des liens. Et donc, c'est ce qui se passe dans Afro-Trans. Ça nous a donc paru évident qu'Afro-Trans soit nourri de récits divers, de voix parfois même divergentes, et avec des personnes qui ont des récits liés à différents territoires, des récits transnationaux. Dire, faire ensemble, c'est caractéristique d'un ensemble de pratiques propres aux diasporas noires. Par exemple, si on parle de musique, que ce soit le jazz, le rara haïtien, le compas, la bomba, et pour ce qui me concerne en Guadeloupe, le gros cas et le lait rose. Et c'est aussi, on retrouve ça aussi dans les veillées, dans les paroles de nuit. Et donc, en tant que femme trans noire caribéenne, j'hérite de l'histoire de l'esclavage, mais aussi d'une histoire de résistance collective. Et Afro-Trans a un peu été pensé comme ces veillées où on se partageait la parole dans le système plantationnaire, où il s'agissait de résister collectivement, de se reformuler face à l'attentat qui avait été fait aux humanités noires. Le livre, on l'a aussi imaginé comme un outil d'éducation populaire. On souhaitait qu'il soit abordable facilement pour les populations noires. Et on a aussi pensé comme un outil de transmission, de partage. C'est aussi pour cette raison que je souhaitais qu'il y ait une diversité de profils, de types de textes, de formats, qu'il n'y ait pas une homogénéité, que chacun puisse accrocher à telle ou telle forme. Il s'agissait absolument pas de faire une anthologie militante ou bien un ouvrage universitaire. Et il s'agissait encore moins de présenter une espèce d'identité trans noire homogène avec un groupe de personnes qui seraient à peu près toutes et tous d'accord sur le même sujet. Et donc au sein d'Afro-Trans, on retrouve des personnes qui sont séparées de plusieurs générations,
des personnes de différents territoires, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont à Paris, Île-de-France, elles sont minoritaires, il y a des personnes qui sont en province, il y a des personnes qui sont dans les territoires toujours colonisés, et il y a aussi une personne qui est en Allemagne, une autre au Canada. Et l'autre chose à laquelle je tenais, c'est qu'il y ait en majorité mes sœurs trans noires, et ça, c'est fait. Cette force de communauté qu'on trouve dans Afro-Trans, nous dans Cave Rebelle, on y tient de manière sacrée. C'est vrai que ça s'oppose un peu au culte bourgeois, des figures individualisées, des porte-paroles, des héroïnes, des héros. On considère que les révolutions, les mouvements, aussi petits soient-ils, ils adviennent grâce au collectif, et les politiques de représentation à travers des personnes qui seraient plus méritantes, à travers des intellectuels, des artistes ou peu importe, on considère que c'est un poison. L'un des projets d'Afro-Trans était de s'écarter du récit dominant occidental des transidentités. C'est une idée aujourd'hui un peu connue et admise que la colonisation européenne, dans son expansion, elle a écrasé et réprimé au niveau des sexualités et des genres tout ce qui ne lui semblait pas conforme. Mais j'ai souvent été émerveillé par l'ampleur des sources, des documents historiques attestant de l'identité de genre alternative dans le continent, sur le continent africain et dans la diaspora, sans pour autant tomber dans l'idée d'une Afrique précoloniale idyllique non plus. Qu'il s'agisse d'éléments issus de ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire des récits des chroniqueurs, explorateurs, anthropologues, ou bien de recherches plus récentes, on retrouve des récurrences de transgressions de genre communément admises et répandues. Ce qui est frappant notamment, c'est la relation profonde qu'entretenaient des personnes qu'on qualifierait aujourd'hui de transidentitaires ou de non-binaires avec le monde sacré, avec les spiritualités. Dans différents groupes sur le continent, le franchissement de genre, occasionnel ou permanent, la fluidité, tout ça c'était considéré comme un don permettant d'établir des liens entre le monde visible et l'invisible et entre le profane et le sacré. Ça pouvait aussi renvoyer à des divinités qui étaient agenres ou plurigenres ou à des cosmogonies. J'ai eu envie d'écrire là-dessus pour Afro-Trans, d'essayer d'emmener les lectrices et les lecteurs là où m'avaient porté mes recherches. À propos de ces formes anciennes de transidentité, on peut citer les Kimbandas au Congo ou les Shibados en Angola. Au XVIe siècle, on retrouve des traces de personnes qui ont été capturées au Congo et au Bénin, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de transféminines, et qui dans la déportation ont maintenu leur présentation de genre et ont été criminalisées pour cela. Alors que sur le continent, elles étaient intégrées à la communauté, voire qu'elles jouissaient d'un fort pouvoir social, elles se retrouvent isolées et se retrouvent condamnées dans le cadre de l'inquisition religieuse portugaise. Elles ne vont pas être criminalisées sur leur présentation de genre, l'axe ça va être sur leur sexualité. Pourquoi ? Parce que ça correspond aux obsessions morales de l'Occident à ce moment-là, mais aussi parce que la construction fantasmatique négrophobe de corps noirs au pluriel qu'on va pouvoir exploiter à mort de manière industrielle dans le cadre de l'esclavage, ça passe par l'hypersexualisation, ça passe par la construction d'une sexualité noire débridée, monstrueuse, et ça passe par l'appropriation de l'intime. Dans Recreating Africa, paru en 2003, James Sweet analyse la manière dont les réalités de genre et de sexualité parfaitement établies au Bénin et au Congo furent criminalisées avec la colonisation et la déportation transatlantique. Il expose notamment 2 cas à travers les archives de l'Inquisition portugaise. En 1556, Vitória Antonio arrive aux Açores et refuse les vêtements donnés par son maître. Elle maintient la présentation sociale féminine qui était la sienne dans son pays d'origine, le Bénin. Face à l'Inquisition, Vitória, contrainte de confesser des relations sexuelles avec des hommes, se déclare femme, ce qui est réfuté par ses accusateurs sur la base d'un examen génital. Mais Sweet est convaincu que l'assertivité de Vitória, qui nomme et définit elle-même son anatomie féminine, témoigne de l'existence au Bénin d'un groupe social non marginalisé de personnes assignées hommes à la naissance qui s'habillent, agissent socialement comme des femmes et sont perçues comme telles. Cette réalité de genre est incompréhensible pour les Portugais qui jugent Vitória coupable du crime de sodomie dite passive. C'est la condamnation aux galères à vie. En 1591, une personne présentée comme
Francisco Manicongo, est dénoncée à Bahia au Saint-Office portugais parce qu'elle a été vue marchant dans les rues habillée en femme et qu'elle est renommée comme sodomite. Mathias Moreira, l'accusateur, déclare qu'au cours de ses longs voyages en Angola et au Congo, il a vu souvent de ces nègres païens vêtus comme des femmes et jouant le rôle de la femme dans des actes de sodomie. On les nomme selon lui Jimbanda. Or, ce mot, dérivé selon suite de Stembanda, signifiait en fait guérisseur et à travers toute l'Afrique centrale, des mots similaires attestaient d'un pouvoir religieux. Au tout début du XVIIe, les missionnaires jésuites évoquaient les Chibados d'Angola, qu'ils décrivaient comme des sorciers extrêmement puissants qui, bien comme, sortaient habillés en femmes et prenaient grand ombrage qu'on les traitât d'hommes. Ce contrôle des corps et de la présentation sociale, cette répression genrée, racialisée, cette fétichisation, toute cette projection fantasmatique, elle s'exerce encore aujourd'hui, actuellement, sur les corps noirs. Elle s'exerce dans la fétichisation, elle s'exerce à travers les violences policières, elle s'exerce à travers tout ce contrôle, aussi à l'école, mais aussi par l'armée, par les vigiles, par toute une population également imprégnée de négrophobie. Et dans le cadre d'héritage militant, il me semble aussi important de comprendre que la répression de ces transgressions de genre, elle s'articule à la volonté d'élimination de nos spiritualités traditionnelles au profit de monothéismes répressifs et bien sûr transphobes. Pourtant, même dans la déportation, ces pratiques de transgression de genre associées aux spiritualités, ça s'est poursuivi. L'exemple le plus parlant qui me vient à l'esprit, c'est celui de Romaine, la prophétesse, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de personne transféminine, fut en septembre 1791 à la tête d'un mouvement insurrectionnel pendant la Révolution haïtienne. Romaine considérait qu'elle était investie de la mission divine d'abolir l'esclavage et elle déclarait recevoir ses directives du Saint-Esprit et de Marie. On a affaire ici à un christianisme africanisé, anticolonial, qui hérite des traditions prophétiques congolaises et où c'était déjà fréquent de trouver ce que les chercheurs appellent l'inversion de genre sacerdotale. Si on reste en Haïti, le vaudou témoigne encore aujourd'hui d'une grande ouverture aux personnes LGBTQI. Tout ça, ça vient de la matrice africaine où dans tous ces cultes de possession, les transgressions de genre, qui n'étaient pas nécessairement vécues comme des transgressions, vu qu'elles étaient parfaitement admises, elles étaient complètement liées au sacré et au culte de possession. Et dans ces séquences de possession, justement, c'était parfaitement logique, normal, qu'à un moment, on soit possédé par une personne d'un autre genre, par exemple, et donc qu'on ait une autre voix ou une autre gestuelle. Et ça existe encore actuellement. Un autre aspect intéressant, si on regarde par exemple les Yandaodu au Nigeria, de la communauté Hausa, il y a cette dimension spiritualité, mais il y a aussi une dimension qui va à l'encontre des politiques de respectabilité, puisque historiquement, traditionnellement, les sœurs des Yandaodu sont des femmes qui pratiquent le travail du sexe. Et donc on parle d'espaces qui sont dans la marginalité et d'espaces oppositionnels. Si on regarde au Brésil, dans le candomblé, qui est un peu le nom générique qui rassemble toutes les religions traditionnelles issues de la matrice africaine, dans le candomblé, il y a toujours eu une forte présence trans. Et le candomblé, il est lié à des espaces de contre-pouvoir, de lutte pour la justice sociale et de résistance. Il y a une autre dimension qui me touche aussi particulièrement, c'est celle de transmission et d'héritage. En Afrique du Sud, dans la communauté zoulou, la vocation des tradipraticiennes, tradipraticiens sangoma, donc tradipraticiens ça veut dire praticiens traditionnels, donc des personnes qui sont censées soigner, elle est liée à l'appel par un ancêtre. Et c'est aussi comme ça que peut être acceptée, intégrée la transition, c'est-à-dire un garçon trans qui est sangoma, on dira que c'est l'esprit de tel oncle ou du grand-père qui fait qu'il est un garçon trans. Et moi, ça me paraît assez logique aussi qu'on n'hérite pas d'un point de vue familial selon une lignée de genre, mais bien de toute la complexité de nos familles, quel que soit le genre. Si je suis attaché à ces origines panafricaines, c'est parce que je trouve ça aliénant
d'adopter un récit eurocentré et homogène des transidentités, un récit qui se déroulerait quelque part entre les pionniers de la chirurgie allemands ou danois, la libération sexuelle, Stonewall, quand bien même il s'agirait de mettre Marsha P. Johnson ou Sylvia Rivera au Panthéon. J'ai énormément de respect pour elles et pour leurs actions politiques, mais les populations afrodescendantes, elles héritent de formes transidentitaires bien plus anciennes que ça. C'est vraiment impératif qu'on les réintègre dans nos récits panafricains, dans tous nos élans émancipateurs, et aussi dans le travail nécessaire de décolonisation des transidentités. Je refuse de m'accommoder de la perte et de l'oubli, d'une histoire guidée par la médicalisation et l'uniformisation occidentale de ce que seraient les transidentités, sous prétexte qu'il y a des dates internationales et des grandes organisations transnationales, des ONG qui donnent des fonds et les définitions qui vont avec. Avec Afrotrans, on voulait que les personnes noires, trans ou pas, jeunes, moins jeunes, sachent que nos histoires de genre, nos complexités de genre sont anciennes. On voulait échapper à cette espèce d'hypervisibilité des transidentités noires états-uniennes et essayer de donner une idée de la multitude des formes transidentitaires noires d'hier à aujourd'hui. Alors bien sûr, on espère également que ça donnera envie aux personnes trans noires de s'engager de manière panafricaine, parce que c'est pas contradictoire avec nos émancipations trans, bien au contraire. J'ai la certitude que la défaite de l'impérialisme, du capitalisme et du fascisme passe entre autres par l'unité panafricaine. Et je trouve que c'est une bonne position de départ pour créer des alliances avec d'autres forces révolutionnaires, comme par exemple avec mes chères sœurs trans.